Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Mez. Merci de nous rejoindre en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, nous accueillons Constance Noyery, UX Researcher et ingénieure en sciences cognitives à La Grande Ourse, qui a pu notamment collaborer avec de multiples sociétés dans différents secteurs et qui a contribué à la création du kit de cartes édité par La Grande Ourse sur les biais cognitifs. Le sujet de cet épisode est les biais cognitifs, impact sur nos activités en tant que designer. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui plusieurs approches, à savoir comment ne pas laisser trop de place aux biais cognitifs sur les phases de recherche utilisateur, d'analyse, de conception et d'évaluation, mais également en UX Writing. Bonjour Constance. Bonjour tout le monde, bonjour Julie, comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien, je suis très contente d'échanger avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Pourrais-tu commencer par te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis ingénieure en cognitique de formation. Donc la cognitique, rapidement, c'est une discipline donc scientifique qui est interdisciplinaire et qui va étudier l'intégration des humains dans les systèmes et les technologies. Donc au sens large, ça va être la prise en compte des facteurs humains. Donc on avait bien sûr une dimension du X, et donc c'est ce vers quoi je me suis dirigée, donc en particulier l'UX Research. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je travaille en tant qu'UX Researcher, donc chez La Grande Ourse. Et j'ai pu travailler, comme tu as dit, sur de nombreux sujets, que ce soit B2B ou B2C, et également sur des sujets très différents. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a eu Mano Mano, Sodexo, Lefebvre Dalloz et aussi Aesio Mutuel. Et j'ai également participé donc à la création des cartes des biais cognitifs avec d'autres membres de l'équipe. Super, beau parcours. Pour débuter ce podcast, je te propose rapidement d'expliquer ce que sont les sciences cognitives et comment s'inscrit la partie biais cognitif dans cette démarche et ce que ça signifie pour toi. Alors ouais, rapidement, les sciences cognitives, donc c'est un domaine vraiment interdisciplinaire qui va étudier le cerveau et la pensée. Ça va s'appliquer aussi bien aux êtres vivants, donc les humains, mais aussi les animaux, et aussi aux systèmes artificiels. Donc les sciences cognitives, ça va couvrir plusieurs disciplines. Pour en citer quelques-unes, on va avoir les neurosciences, on va aussi avoir du coup l'intelligence artificielle et la psychologie cognitive. Cette partie de psychologie cognitive, justement, c'est là-dedans que vont s'inscrire les biais cognitifs. La psychologie cognitive, ça va étudier les mécanismes d'acquisition, de traitement, d'exploitation de l'information. Et ça va impliquer des structures du cerveau qu'on connaît bien, qu'on utilise au quotidien, donc la mémoire, la perception, le raisonnement, le langage, etc. Donc voilà, on a cette partie sciences cognitives. Dedans, on a la psychologie cognitive. Et ensuite, les biais cognitifs, ça va être justement des erreurs de raisonnement qui vont créer en fait un décalage entre ce qu'on va considérer comme étant la réalité et entre notre perception ou notre traitement des informations. Donc les biais cognitifs, ils vont avoir plusieurs caractéristiques. Déjà, tout le monde en a. C'est vraiment un phénomène systématique. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir éviter. Après, on va avoir des petites différences selon le contexte, selon la personnalité de chaque personne, etc. Mais vraiment, tout le monde a des biais cognitifs dans ses raisonnements. Ensuite, les biais, c'est quelque chose forcément d'involontaire. C'est quelque chose qu'on va avoir vraiment du mal à pouvoir maîtriser, à pouvoir éviter. Même si on est, disons, expert en biais cognitifs, on va quand même avoir des biais qui se manifestent dans nos pensées. Ensuite, quand un biais se manifeste chez nous, on va généralement pas s'en rendre compte et on va penser au contraire que nos jugements, nos décisions ne sont pas biaisés. Donc aujourd'hui, en fait, typiquement dans ton métier d'UX Researcher, je suppose que tu en rencontres tous les jours. Du coup, comment tu gères cet ensemble de biais cognitifs au quotidien ? C'est une bonne question. Donc, les biais cognitifs, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui existent, comme je disais, qui se manifestent tout le temps, chez tout le monde, pour faire simple. Donc, ça va être à la fois chez nous en tant que designer, mais aussi, bien sûr, chez les utilisateurs. On ne peut pas les empêcher totalement. Parfois, on peut aussi s'en servir. Par exemple, il y a des biais chez les utilisateurs qu'on va pouvoir justement actionner pour améliorer leur expérience d'un produit. Et au contraire, parfois, il y a des biais qu'on va vouloir limiter. Par exemple, dans la recherche, pour avoir des analyses vraiment objectives et faire des choix rationnels pour la suite. Donc déjà, une première étape, c'est de bien connaître les biais, d'avoir un peu des notions sur ce sujet. Ça permet en tout cas de mieux les appréhender quand ils se présentent. C'est super intéressant. Tu as des exemples concrets, typiquement, à partager des biais récurrents qu'on retrouverait en recherche ? Oui, bien sûr. Déjà, en recherche, on va avoir toute une famille de biais pour la partie quantitative. C'est les biais statistiques.
Donc les biais statistiques, c'est des erreurs d'estimation de quantité ou alors ça va être le fait de voir des liens, des corrélations entre des éléments qui sont en réalité pas forcément reliés entre eux. Par exemple, on va avoir un biais qui s'appelle l'illusion des séries. C'est une tendance qu'on a à faire des regroupements qui ne sont pas pertinents parce qu'en fait, dans notre manière de raisonner, on perçoit les données aléatoires comme étant plus régulières qu'elles le sont en réalité. Typiquement, notre cerveau, il fonctionne d'une manière qui fait que on va chercher à créer du sens quand on juge qu'il n'y en a pas suffisamment. Et donc, par exemple, faire des regroupements alors que les données, peut-être qu'elles sont simplement aléatoires et qu'elles ne sont pas liées entre elles. Donc, par exemple, en UX, on va associer une certaine caractéristique à un certain profil d'utilisateur, mais peut-être que notre échantillon d'utilisateurs, il était trop petit, ou peut-être qu'il était suffisamment grand, mais pas représentatif de ma population cible. En recherche, on va aussi avoir le biais de confirmation, donc qui est très connu. Ça va être la tendance à favoriser les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pressent, de nos hypothèses, de nos convictions, etc. Donc par exemple, quand on va lancer une phase de recherche sur un produit, on a forcément déjà des idées dessus, on va avoir des a priori, on va imaginer que telle chose, ça va bien marcher, telle autre peut-être pas, etc. Et derrière, on peut avoir aussi des objectifs business, évidemment. Et donc, inconsciemment, ça va nous conduire à orienter nos travaux et on va plus facilement prioriser, en tout cas, les données qui vont dans notre sens plutôt que ce qui va contredire nos hypothèses. Et ensuite, au niveau des utilisateurs, on a aussi plein de biais. Par exemple, on va avoir le biais de désirabilité sociale qui va être lié à la présence du groupe et qui fait qu'on a tendance à aller dans le sens du groupe justement pour répondre à des standards sociaux. Donc c'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience, je pense. Typiquement, dans un focus group, on peut avoir une perte d'informations et manquer des points importants parce que justement, certaines personnes vont se rallier à la majorité au lieu d'exprimer des choses propres à elles. Par exemple, si une personne a des difficultés que les autres n'ont pas, elle peut ne pas oser les mentionner. Ouais, c'est clair. On a tous vu ça globalement dans les focus group, que c'est quelque chose où il faut faire vraiment très attention. Donc ouais, je te rejoins tout à fait. Je suppose que du coup, en fait, on retrouve les biais finalement partout, aussi bien sur les phases de recherche que d'analyse, en conception, en évaluation et même en UX writing, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment, ce qui est important de garder en tête avec les biais, c'est que c'est tout le temps et c'est pour tout le monde. Donc concrètement, ça va se retrouver vraiment dans tous les aspects de notre métier. Par exemple, tu parles du X-Writing, donc il y en a un que je trouve intéressant. Ça s'appelle le biais d'autocomplaisance. C'est le fait que quand on a une réussite, on va l'associer à des causes internes, c'est-à-dire qu'on va penser que c'est par rapport à nos capacités, à notre personnalité, etc., à ce qu'on est nous-mêmes. Et au contraire, quand on rencontre un échec, on va avoir tendance à l'associer à l'environnement, au contexte, à des choses en tout cas qui ne sont pas propres à nous. Donc par exemple, comment ça se manifeste dans le X-Writing ? Si un utilisateur remplit mal un formulaire et que ça crée une erreur, par exemple, il ne va pas considérer que le problème vient de lui, mais il va considérer que ça vient du système qui est mal conçu. Et donc là, ça va être très important dans le message d'erreur qu'on lui donne de ne pas être culpabilisant et au contraire vraiment d'apporter des solutions. Ensuite, par exemple, en analyse, quand on fait du mapping, on peut avoir des biais qui vont conduire en fait à caricaturer les informations qu'on a. Donc par exemple, le biais d'attribution de traits, c'est le fait de considérer que les personnes sont très prévisibles et beaucoup plus que nous. Donc par exemple, au niveau des humeurs, des comportements, de la personnalité, etc., ça va conduire en fait à avoir une vision un peu caricaturale des autres. Et donc typiquement, si on fait une expérience map avec des personas, on peut aller vers des choses un peu trop généralistes, un peu trop caricaturales. Et c'est justement pas ce qu'on souhaite en fait quand on fait de la recherche, d'où l'intérêt de vraiment se baser notamment sur des données et sur toute la recherche en amont des étapes d'analyse. Ensuite, on peut avoir aussi des biais en évaluation. Donc par exemple, dans la manière dont on perçoit les retours des utilisateurs, on a par exemple l'erreur fondamentale d'attribution. Donc c'est quand on analyse le comportement des autres, on va surestimer les causes internes. Donc à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, les comportements des autres, on va les attribuer à leurs capacités, à leurs intentions, à leur personnalité, vraiment des choses qui leur sont propres. Et au contraire, on va sous-estimer les causes externes. Donc l'environnement, le contexte, les conditions, en fait, tout ce qu'il y a autour de l'utilisateur. Et donc, par exemple, en test, si un utilisateur a du mal à faire une tâche, on va
plutôt avoir tendance à penser que ça vient de son manque d'aisance, alors que peut-être il est stressé par le test, ou peut-être qu'on a des problèmes d'utilisabilité à résoudre. Et donc voilà, ça c'est quelques biais qu'on va vraiment chercher à limiter pour en tout cas avoir des données utilisables et fiables. Et au contraire, en conception, on va plutôt généralement chercher à utiliser les biais des utilisateurs pour améliorer leur expérience et notamment en diminuant leur charge cognitive. Donc par exemple, on a un biais qui s'appelle l'effet de supériorité de l'image qui nous dit qu'on mémorise mieux les informations qui sont transmises par des images que par des mots. Donc typiquement, si on a des informations importantes pour la suite à transmettre à l'utilisateur, ça peut être intéressant de privilégier des infographies, de la data visualisation et voilà, pas seulement du texte. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais il faut vraiment savoir qu'il y en a beaucoup plus et vraiment à toutes les étapes, en tout cas, du projet. Ah, c'est super intéressant. Et du coup, ça signifie que finalement, on est tous concernés, mais est-ce qu'on est tous concernés de la même manière par tous ces biais ou est-ce qu'en fonction des individus, on peut être sujet à certains biais plus que d'autres ? Alors bien sûr, ça va aussi dépendre de chaque personne, selon, comme je disais un peu au début, selon notre personnalité, selon aussi le contexte, on ne va pas toujours réagir de la même manière aux mêmes choses. Et la personnalité va faire aussi que y a des choses qu'on va avoir tendance à faire et d'autres au contraire on va plutôt aller dans l'autre sens. Les biais, quand on dit que c'est partout et chez tout le monde, c'est pas chez tout le monde de la même manière, c'est pas non plus avec la même intensité. C'est juste, il faut garder en tête que c'est des tendances qu'on a pu observer dans des expériences, c'est des choses qui ont été prouvées, mais ça veut pas dire qu'ils s'expriment de manière égale chez tout le monde. Ouais, c'est super intéressant, c'est vraiment un sujet passionnant je trouve. Du coup, comment on peut faire pour le gérer au quotidien dans notre métier ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand un élément est biaisé, par exemple ? Alors ça, c'est une bonne question. Pour la catégorie déjà des biais qu'on va vouloir limiter, donc soit chez nous en tant que designer ou dans notre équipe projet, ou alors chez les utilisateurs, le mieux, c'est vraiment la prévention. On va plutôt chercher à éviter le biais avant qu'il se manifeste ou à limiter sa manifestation et pas à rattraper le coup derrière parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution universelle, ça va vraiment dépendre de chaque biais et on ne peut pas utiliser en tout cas une solution qui nous permet de limiter tous les biais. Donc pour avoir un petit exemple un peu concret, pendant les tests utilisateurs, on peut avoir un biais qui s'appelle le biais de courtoisie et en fait qui va se manifester chez le participant qui fait qu'il va nous faire des retours plus gentils, on va dire, que ce qu'il pense vraiment pour pas nous vexer. Pour le limiter, là, ça va être assez simple. Par exemple, moi, avant de démarrer un test, je précise toujours que le produit, c'est pas moi qui l'ai conçu, que je suis vraiment juste là pour le tester, que je vais pas du tout me vexer s'il fait des retours négatifs et qu'au contraire, tous les retours qu'il va nous faire nous intéressent, positifs comme négatifs, et même surtout le négatif pour corriger les problèmes qu'on a. Donc l'idée, ça va être vraiment de mettre à l'aise l'utilisateur pour qu'il ait plus tendance à nous faire tous ces retours sans filtre, on va dire. Après, là, typiquement, par rapport à ce que tu disais avant, il y a quand même des utilisateurs qui vont nous répondre oui, bien sûr, c'est très bien à chaque fois. Mais en tout cas, de le mettre en confiance avant de commencer, ça peut limiter ce biais. Donc là, voilà, c'est une technique qui s'applique à un biais en particulier. Mais bien sûr, après, ça va dépendre des autres biais. Chaque biais va pouvoir être contré un peu de manière différente. Après, dans le cas où je me rends compte après coup qu'un biais s'est manifesté, ça va être un peu compliqué de rattraper ça. Par exemple, imaginons, pour faire une petite analogie, si on me demande d'aller effectuer des mesures quelque part avec un outil qui mesure avec un laser, donc je vais me rendre sur place, je vais faire mes petites mesures, je vais les noter, etc. Et ensuite, une fois que je suis rentrée, on me dit que mon outil, il a des bugs, parfois il fait des distances plus grandes, parfois plus courtes, mais je ne sais pas à quel moment il bug, je ne sais pas s'il agrandit les distances, s'il les raccourcit, etc. Et donc moi, je me retrouve avec mes données qui sont biaisées et je ne peux pas les corriger à moins soit de faire appel, on va dire, à ma perception et essayer de dire ah oui, mais ça, je pense que ça faisait 3 mètres, mais bon, c'est pas très fiable. Ou alors, je peux retourner sur place et refaire mes mesures. Mais ça va être coûteux, ça va faire perdre du temps, etc. Donc quand une donnée est biaisée, ça va être difficile de corriger ce biais sans faire de l'interprétation. Et c'est justement pas ce qu'on veut faire en UX Research. On veut se baser sur des données tangibles et fiables et pas faire appel à ce que nous, on croit ou ce qu'on sait.
Et évidemment, on peut toujours, si vraiment il y a besoin, refaire de la recherche, refaire des ateliers. Mais derrière, on sait très bien que c'est coûteux en temps, ça coûte de l'argent aussi. Et finalement, on peut rarement se le permettre dans un projet. Donc, la meilleure solution, c'est vraiment la prévention. Du coup, en fait, si je comprends bien, la technicité finalement de l'UX Researcher ou de toutes ces personnes qui interviennent dans les phases de recherche ou d'analyse notamment, se fait sur la connaissance notamment de ces biais pour pouvoir les éviter, les atténuer. Là où, par exemple, en test utilisateur, si on n'est pas formé à ça, on peut visiblement transformer ce test utilisateur en chose qui est complètement inexploitable parce que la manière dont on interagit avec l'utilisateur est complètement biaisée en fait. C'est ça. Pour les tests utilisateurs, c'est un bon exemple et on se rend bien compte que quand on a des tests où la personne dit oui, oui, c'est très simple, oui, oui, je comprends tout, derrière, nous, ça ne nous apporte pas d'informations. Donc au final, effectivement, c'est du fait d'avoir laissé ce biais en fait se manifester, on se retrouve avec 1 heure de perdu pour le test et derrière un utilisateur dont on ne peut pas exploiter les retours. Ouais, je comprends. D'où l'intérêt finalement de toute cette connaissance. Mais du coup, ça me fait penser à une question, parce qu'en fait, on a vu le travail sur la partie biais cognitive lancé par La Grande Ourse, sur lequel tu as largement contribué. Mais il y a énormément de biais au final. Enfin, je me souviens dans les phases de recherche et de classification qu'il y en avait énormément. Il y en a combien finalement et comment elles ont été classifiées dans cet outil ? Alors oui, comme tu dis, les biais cognitifs, il y en a beaucoup. Selon les sources qu'on a, ça peut varier, mais globalement, il y en a pas mal. Le document le plus exhaustif que moi je connais à ce sujet, c'est le Codex des biais cognitifs, donc qui date de 2016, c'est assez récent. Il a été traduit en français, donc vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Et dedans, on va avoir des définitions pour plus de 180 biais. Donc c'est assez dense, là pour le coup. En termes d'exhaustivité, en tout cas, c'est un bon outil. Après, aujourd'hui, on trouve aussi des infos un peu partout sur Internet à propos des biais. Ça arrive aussi sur le sujet de l'UX, mais par exemple, sur des blogs marketing, ça existe déjà pas mal. On a aussi toute la littérature scientifique à ce sujet, mais généralement, dans des articles, on va avoir un biais qui est décrit, l'expérience qui a servi à le prouver, etc. Donc, pour nous, où on veut vraiment avoir l'application pragmatique, c'est pas forcément les sources les plus simples à utiliser, même si donc ces articles scientifiques, c'est probablement le plus fiable. Ensuite, donc tu me parlais des classifications. Oui. Il y en a plusieurs qui existent. Il y a déjà les classifications orientées tâches. C'est celles qu'on a utilisées, nous, dans les cartes des biais cognitifs. Et en fait, ça va permettre de s'intéresser au quand. On va regarder dans quelles conditions le biais survient, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de faire au moment où tel biais se manifeste. Donc, par exemple, on va avoir les biais d'estimation. C'est ceux qui vont se manifester quand j'essaie d'estimer une quantité. Ensuite, on va avoir des classifications plutôt explicatives. Là, on va chercher le pourquoi, l'origine du biais. Donc souvent, on va chercher dans des notions psychologiques, neurologiques ou sociologiques, etc. Donc ces classifications, c'est beaucoup plus complexe de les mettre en place, tout simplement parce qu'on imagine bien que déterminer l'origine neurologique d'un biais, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre en place de l'électroencéphalogramme, etc. C'est vraiment beaucoup plus dur à prouver. Et donc, ça va être aussi un peu moins fiable à déterminer et peut-être aussi un peu moins parlant quand, en tout cas, on veut les classifier de manière plus macro. Et ensuite, la classification qui est utilisée justement dans le codex des biais cognitifs, ça va être selon les problèmes, en tout cas, qu'on cherche à résoudre quand on a des biais. Par exemple, on va avoir les biais qui permettent de résoudre le problème de la limitation de notre mémoire. Donc là, c'est tous les biais qui vont agir sur notre mémoire, qui vont faire des raccourcis, des simplifications, de manière à ce qu'on puisse bien récupérer les informations qu'on veut. Donc ça, ces 3 classifications, c'est vraiment des approches différentes. Et il n'y en a pas forcément une meilleure que les autres dans l'absolu. Selon notre travail, selon ce qu'on cherche à faire, les 3 peuvent être intéressantes. Nous, pourquoi on a choisi la classification orientée tâches ? Pour plusieurs raisons. Déjà, on a trouvé que c'était la plus parlante, la plus simple à appréhender, qu'on soit novice ou qu'on maîtrise un peu plus le sujet des biais. Et elle est aussi plus simple à utiliser. Par exemple, si je fais un entretien où je demande aux participants de se souvenir de choses qu'ils ont faites ou de choses qu'ils ont ressenties, je sais que je vais avoir des biais de mémoire. Donc, je vais aller voir dans la famille mémoire. On a aussi potentiellement des problématiques quand on est sur des étapes en UX
Où en fait on connaît certains biais mais on les connaît pas tous et du coup ce travail qui a été effectué est hyper intéressant dans le sens où si je fais un test utilisateur ou si je suis sur une phase en UX Writing, je peux directement aller chercher les biais qui y correspondent en fait. Et ce qui rend finalement cet outil assez facile à utiliser et assez compréhensible. Du coup tu as travaillé sur ce kit de biais cognitifs, mais dedans, y a-t-il finalement l'ensemble des biais existants ou est-ce qu'il y a eu un tri, un filtre qui a été réalisé ? Alors non, justement, on a fait un tri assez important. On est parti justement de ce codex des biais cognitifs pour déjà avoir une première base et un peu étudier tout ce que ça contenait. Il faut savoir que nous, on a voulu faire vraiment quelque chose de pragmatique, vraiment un outil pour les designers. Et donc forcément, dans tous les biais cognitifs qu'on a croisés, il y en a qui ne s'appliquent pas forcément dans notre métier et donc qui ne rentraient pas dans notre objectif. Après, il y a certains biais qui avaient des applications assez proches, mais par exemple certains qui étaient liés au marketing, mais qui ne sont pas non plus dans notre cœur de métier. Donc on a vraiment voulu recentrer autour de notre métier du UX designer et justement des utilisateurs aussi qu'on peut croiser. Après, c'est vraiment là les biais qu'on a jugés qui s'appliquaient à l'UX design. Après, si demain on veut faire des cartes des biais pour un tout autre sujet, par exemple pour des personnes qui travaillent dans le domaine judiciaire, eh ben, on n'aura pas forcément les mêmes biais dedans. L'idée, c'était plus de faire des cartes sur mesure pour les UX designers et de ne pas, on va dire, polluer avec des informations intéressantes mais qui ne s'appliquent pas vraiment. Et du coup, quels sont tes conseils finalement que tu pourrais donner à des designers qui nous écoutent aujourd'hui concernant la gestion de leurs propres biais et des biais externes ? Question intéressante, un peu plus pragmatique. Vraiment, la première chose, c'est de bien les connaître, les biais. Forcément, de se renseigner, de lire dessus et de prendre conscience, comme j'ai dit plusieurs fois, que vraiment tout le monde a des biais. C'est intéressant, il y a un biais justement qui est un peu un méta-biais. C'est le fait de croire que nous, on a moins de biais que les autres. Donc c'est intéressant de bien garder en tête que même si on connaît le sujet, on n'est vraiment pas immunisé contre la manifestation des biais. Donc déjà, de bien connaître tout ça, d'avoir un peu une vision d'ensemble, c'est vraiment une première étape nécessaire. Ensuite, je pense que c'est important, quand on se renseigne, d'être dans une lecture plutôt active. Par exemple, si je lis des informations sur 50 biens en une journée, je vais trouver ça super intéressant, mais au final, ça ne va pas me servir dans mon travail. Donc je pense que si on lit des informations dessus, par exemple, je croise un biais que je ne connaissais pas, eh ben, je vais faire l'effort de me demander comment il peut intervenir dans notre métier. Même, par exemple, chercher des exemples sur d'autres sources, si besoin. On a quand même aujourd'hui, sur les blogs UX, pas mal d'articles qui parlent des biais. Donc, on peut trouver des informations dessus. En tout cas, faire l'effort de se demander, OK, tel biais, c'est ça sa définition, mais concrètement, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, inversement, je pense que l'étape d'après, qui peut être intéressante, ça sera de se faire, par exemple, une petite liste de biais selon les moments de notre projet, de notre métier, selon les méthodes qu'on utilise, les moments où ils vont se manifester en fait. Par exemple, je pense que c'est plus facile à utiliser dans ce sens. Comme ça, par exemple, la prochaine fois que je fais des tests utilisateurs, j'ai déjà une liste de biais, à la fois chez moi et chez le participant qui vont s'exprimer. Et donc, si j'ai cette petite liste pour les tests utilisateurs, je peux l'utiliser beaucoup plus simplement. Après, peut-être un dernier conseil, c'est un peu un conseil global, mais de vraiment être critique vis-à-vis de notre expérience. On a déjà tous rencontré des biais qu'on n'a pas su limiter, qu'on a parfois carrément encouragés, mais c'est pas grave et c'est normal si on les connaît pas. On peut pas les limiter, ça paraît évident. Mais une fois qu'on les connaît, on peut vraiment agir dessus. Il y en a sur lesquels on peut agir assez simplement. Et je pense de vraiment être dans une démarche d'amélioration continue et de aussi collaborer avec d'autres personnes, avoir des retours. Parce que comme on disait, selon les personnalités de chacun, on n'a pas forcément les mêmes biais. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres avis sur notre manière de faire les choses et sur nos biais à nous qu'on ne reconnaît pas forcément. Ouais, non, mais c'est marrant que tu en parles parce que du coup, ça me fait écho à une session qu'on a eue avec les designers de l'agence sur les illustrations de ces biais au moment où on a rédigé les cartes, de venir proposer des exemples concrets sur lesquels, dans notre carrière, on a pu retrouver ces biais-là et finalement, quelle a été la démarche à faire pour, on va dire, les limiter. Donc ouais, c'était assez intéressant. Et c'est vrai que parfois, c'est assez difficile de les illustrer parce qu'on fait de la recherche, on fait de l'analyse, des fois c'est dans la conception, donc toujours se projeter sur à quel moment il a pu intervenir et qu'est-ce qui pourrait être, on va dire, généralisable auprès des designers et qui pourrait être parlant aussi quand on va lire ces cartes-là pour que les gens puissent s'y retrouver ou en tout cas
imaginer à quel moment on a pu les rencontrer. C'est un peu un travail sur une forme de classification qui a été effectué. Oui, c'est ça. Comme je disais, notre objectif, c'était vraiment de faire des cartes très concrètes et utilisables. Les biais, comme je l'ai dit un peu, on peut lire plein d'infos dessus, mais par exemple, il n'y a pas systématiquement des applications, des exemples. Dans le codex des biais cognitifs, donc qui reste une très bonne source en première approche, on a juste une description assez courte en quelques lignes. Et à l'inverse, si on cherche plutôt de la précision, on peut aller chercher dans la littérature scientifique, mais on n'a pas forcément le temps ni le besoin d'avoir ce niveau de détail. Donc nous, notamment, on a fait le choix de mettre un exemple pour chaque biais, pour qu'on voit concrètement comment il peut se manifester dans notre métier. Donc vraiment, encore une fois, cette approche pragmatique des biais cognitifs. Et on a aussi ajouté des petits tags donc, par rapport à ce que je disais juste avant, qui indiquent justement dans quelle phase du projet, dans quelle méthode on va retrouver ces biais. L'idée, c'est vraiment que ce soit facile et rapide à utiliser dans un projet, facile aussi à partager avec d'autres personnes, avec les autres membres de l'équipe, et qu'on puisse se dire, OK, je fais un focus group, et directement voir les biais qu'on va pouvoir rencontrer pendant le focus group. Ensuite, le format carte, c'est intéressant parce que ça oblige à condenser le contenu. Donc forcément, parfois, on aurait aimé peut-être pouvoir détailler un peu plus, mais on a fait le choix justement de garder ce contenu condensé, à la fois pour placer aussi des exemples, ce qu'on trouvait très important, mais aussi toujours dans l'idée d'avoir un outil pratique, on les a toujours sous la main, et dès qu'on veut se renseigner dessus, on n'a pas à passer 15 minutes à essayer de comprendre la définition du biais en fait. Ok, mais du coup, quels sont les risques finalement pour un designer qui ne les prendrait pas en compte ? Qu'est-ce qui se passerait ? Donc pour les designers, le risque, c'est bien sûr d'avoir des données biaisées et de se baser sur des choses qui ne seront pas assez fiables et qui vont avoir des conséquences sur tout ce qu'on va concevoir par la suite. Donc c'est les petites erreurs du début et ensuite l'effet boule de neige qui font qu'on se retrouve avec des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on voulait faire. Ensuite, pour les utilisateurs, c'est très important aussi parce que les biais, finalement, c'est une composante essentielle des utilisateurs. L'UX, on va vouloir s'intéresser au contexte, aux émotions, à la psychologie des utilisateurs, etc. Donc, au même titre qu'on va s'intéresser à tout ça, on ne peut pas faire l'impasse sur les biais parce qu'on peut vraiment être sûr que tous les utilisateurs en auront. Et un peu dans le même sens, finalement, on ne peut pas considérer que nos utilisateurs vont toujours utiliser parfaitement notre produit comme on l'a prévu, etc. Ou on ne va pas non plus pouvoir considérer qu'ils ne feront pas d'erreur. Et ben, on ne peut pas non plus considérer que tous leurs choix, tous leurs pensées, etc. seront rationnels au moment de l'utilisation. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Finalement, les biais cognitifs d'un utilisateur, ça va faire partie de son expérience. Quand on parle finalement de biais cognitifs, on parle souvent aussi d'inclusivité. On a pas mal entendu parler de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, quand tu parles d'inclusivité par rapport au biais, ça me fait tout de suite penser au biais d'attribution causale. Donc, ça va être le fait de chercher l'origine, la cause d'un événement ou d'un comportement. C'est lié notamment à la sociologie parce qu'on va regarder nos propres comportements et on va juger notre manière de faire par rapport aux autres. Donc les autres qui peuvent être soit des individus ou alors des groupes. Donc par rapport aux biais de groupe, typiquement on pense aux stéréotypes, aux préjugés, etc. qu'on peut avoir vis-à-vis de certains groupes de personnes. Et pour les individus, il y a un exemple qu'on connaît tous, quand on passait des examens. Nous, si on a une bonne note, on va se dire que c'est parce qu'on a bien travaillé, etc. Et si on a une mauvaise note, on va se dire que oui, j'étais fatiguée ce jour-là. Peut-être que le sujet ne correspondait pas à ce que j'avais travaillé, etc. Donc voilà, le fait d'attribuer nos réussites aux facteurs internes et nos échecs aux facteurs externes. Et inversement, si on juge la réussite d'une autre personne à cet examen, on va dire oui, mais il a eu de la chance, c'est pile ce qu'il avait révisé. Et au contraire, si lui, il a une mauvaise note, on va se dire ah là là, il est nul, il maîtrise pas le sujet, etc. Donc la prise en compte des personnes vraiment comme individus et de leurs caractéristiques, ça permet de pas les réduire à des stéréotypes et vraiment de prendre en compte la globalité de chaque personne. Donc à la fois ses manières de faire et aussi le contexte qu'elle a autour d'elle. En fait, quand on ne prend pas ça en compte, on va exclure tout ce qu'on ne connaît pas de nos raisonnements, ce qui fait qu'on ne va pas être dans l'inclusivité. Du coup, en fait, c'est super clair, c'est super intéressant. Mais finalement, dans les biais, il y a aussi potentiellement des dérives. Je vois par exemple les biais qu'on pourrait avoir en tant que concepteur qui ont un impact. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ?
Alors bien sûr, en tant que concepteur, on a un impact sur ce qu'on conçoit, ça paraît évident. Et par rapport à ces biais liés à l'inclusivité, on va plus facilement avoir tendance à designer pour des gens proches de nous. Donc les gens qui ont des cultures proches des nôtres, qui ont la même aussi catégorie socio-professionnelle, le même niveau d'éducation, de connaissances sur certains sujets, mais aussi par rapport au handicap, par exemple. Si moi, j'ai pas de handicap moteur, ça va être beaucoup plus dur de me mettre dans la place d'une personne qui, par exemple, peut pas se servir d'une de ses mains. Donc c'est vraiment lié à la manière dont on juge les autres, mais aussi le fait qu'on va sous-estimer le besoin d'aller chercher en fait d'autres points de vue. Ça, c'est lié à un biais qui s'appelle l'effet de faux consensus. C'est la tendance qu'on a à surestimer qu'en fait toutes les personnes ont les mêmes opinions, les mêmes goûts que nous, les mêmes manières de faire, de concevoir les choses, etc. De en tout cas considérer que notre façon de faire, notre façon d'être est très répandue. Et donc si on pense que tout le monde pense déjà comme nous, on va pas se dire que c'est utile d'aller chercher d'autres points de vue, alors que bien sûr c'est très utile. Et après, ça peut avoir des conséquences importantes. Je pense par exemple à ce livre de Aurélie Jean qui s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» et où elle dit justement qu'on va introduire des biais dans tout ce qu'on conçoit. Donc elle s'intéresse notamment au machine learning, à l'intelligence artificielle et justement voilà, à ces biais qu'on introduit dans nos algorithmes. Je peux prendre un exemple que vous avez peut-être déjà rencontré. Donc quand on utilise Google Meet, on nous propose d'intégrer des fonds derrière nous. Et ça se base sur la reconnaissance faciale. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que l'intégration de ces fonds, elle marche beaucoup mieux avec les personnes blanches qu'avec les personnes racisées. Et ça, c'est un biais super important. Ça veut dire que Google, quand ils ont fait leurs tests, quand ils ont entraîné leur algorithme sur la reconnaissance faciale, ils n'ont pas intégré assez de diversité dans ce qu'ils ont donné à leur algorithme. Donc ça montre bien, je pense, la force de ce biais, parce que Google, c'est pas n'importe qui, ils ont les connaissances, ils ont les moyens en tout cas pour être inclusifs. Et là, on est face à un biais finalement énorme et qui est assez important pour les personnes concernées. Je pense que typiquement ce genre de choses, c'est vraiment une microagression. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres de ce qui peut participer au climat notamment de discrimination, d'exclusion des personnes racisées. Et donc, évidemment, le fait d'introduire ces choses discriminantes, c'est vraiment contraire à l'inclusivité, évidemment. Et on se rend bien compte que là, c'est déjà une forme de discrimination importante. Mais si, en plus, on introduit des biais de ce type dans des algorithmes beaucoup plus importants, donc pour prendre des décisions de justice, par exemple, ou pour des notions de sécurité routière, notamment, avec les voitures autonomes, on va se retrouver face à des conséquences beaucoup plus graves qui viennent en fait d'un manque d'inclusivité au début de notre projet. Ouais, on a entendu pas mal parler de ces sujets où en fait les conséquences peuvent être dramatiques, en effet. Oui, évidemment. Donc si on ne reconnaît pas en tout cas les personnes dans toute la diversité qu'elles peuvent avoir, on va se retrouver avec des grosses conséquences derrière. Très intéressant et en effet c'est hyper important de prendre en considération parce qu'on ne fait pas finalement en tant que designer qu'on travaille sur des sujets de vente ou autre, mais aussi sur des choses qui peuvent avoir des conséquences humaines aussi. Le travail qu'on mène peut avoir parfois des conséquences dramatiques si on ne prend pas en considération toute l'envergure du projet et de ses biais. Super intéressant Constance, vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Avant de nous quitter, on demande aux personnes invitées sur ce podcast de nous dire comment leurs proches peuvent définir l'UX avec leurs propres mots. Toi, Constance, as-tu pu demander à ta maman ce qu'elle en pense ? Oui, alors je lui ai demandé ce que c'était l'UX pour elle. Elle m'a dit que déjà c'était l'expérience utilisateur, l'interface entre la machine et moi, je la cite. Et donc, elle a précisé, je dirais, ton ressenti face à une page sur ton écran, si elle faut être intuitif ou se laisser guider, ou si ça n'accroche pas, tu changes de site. Dis donc, ta mère a dû faire pas mal de recherches en fait. Elle a creusé le sujet, je pense. Merci Constance d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton retour d'expérience sur les biais cognitifs. D'ailleurs, sachez que Constance a pu mettre en place avec l'équipe le kit de cartes qui illustre les différents biais cognitifs que nous retrouvons tous en tant que designers dans notre quotidien. Vous le retrouverez directement à l'achat sur notre site internet. Encore merci Constance. Merci à toi pour m'avoir reçue, c'est très sympa et j'espère que ça pourra aider certains designers à traiter en tout cas ces biais cognitifs.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast d'Un poil du X de la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, réagir et partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant des biais cognitifs sur notre site lagrandours.design, section blog, et bien évidemment l'écart des biais cognitifs sur notre boutique en ligne. Merci et à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du X.